Après la mort de mon mari, son avocat m'a tendu une enveloppe scellée et a dit « Mon mari voulait que je l'ouvre seul ». À l'intérieur, il y avait une seule clé et une note avec une adresse dont je n'avais jamais entendu parler. Il était écrit « Allez au 145 rue Maple seul ». Je n'avais aucune idée de ce que j'allais y trouver, mais j'y suis allé. Ce que j'ai découvert a changé tout ce que je pensais savoir de mon mariage. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous regardez. Je m'appelle Eleanor Brigg et je vis dans une petite ville tranquille du New Hampshire où tout le monde se connaît par son nom. La maison dans laquelle je vis maintenant est la même que j'ai partagée avec mon mari, Nathan, pendant plus de 35 ans. Chaque pièce de cette maison garde un souvenir de lui. Sa chaise de lecture est toujours près de la fenêtre, les coussins légèrement aplatis par des années d'utilisation. Sa tasse de café est toujours dans l'armoire, celle dont la poignée est bréchée qu'il refusait de jeter. Même l'odeur de pain semble persister de l'établi qu'il gardait dans le garage. Le perdre a laissé un vide dans ma vie que rien n'a pu combler. Nathan était un homme doux avec une manière calme de parler. C'était le genre de personne qui écoutait avant de parler. Il avait une présence stable qui me faisait me sentir en sécurité même pendant nos années les plus difficiles. Quand il est décédé d'une maladie cardiaque soudaine, mon monde a basculé. Je suis passé d'épouse à veuve du jour au lendemain. Et ce genre de changement frappe plus profondément que vous ne l'imaginez. Le chagrin s'installe dans votre maison sans demander la permission et touche tout ce que vous faites. Notre fille Harper prend de mes nouvelles souvent. Elle a 35 ans et pleine d'énergie, essayant toujours de me tirer de la lourdeur qui s'est installée dans la maison. Elle apporte les courses, s'inquiète de savoir si je mange assez et s'assied avec moi sur le porche quand j'ai besoin de compagnie. Elle dit « Maman, papa voudrait que tu te reposes ». Et elle veut bien faire, mais elle ne comprend pas le silence qui vient après des décennies de partenariat. Notre fils Owen s'inquiète aussi, mais d'une manière différente. Il me regarde avec des yeux silencieux, calculant toujours si je vais bien ou si je fais simplement semblant. Il pose des questions simples comme « Comment as-tu dormi ?» ou « As-tu besoin de quelque chose ?» Mais sa voix porte le poids de l'inquiétude. Mes deux enfants m'aiment profondément, et je le sais. Mais le chagrin est quelque chose que même l'amour ne peut pas accélérer. Pendant un certain temps, j'ai passé mes journées à trier les affaires de Nathan. Certaines choses, je pouvais les donner, mais d'autres avaient trop de sens, les lettres qu'il m'avait écrites au début de notre relation, le pull qu'il portait chaque hiver, les photos de nos vacances. Je pensais avoir vu chaque fragment de sa vie, chaque secret qu'il avait jamais gardé, car notre mariage était bâti sur l'honnêteté et la confiance. Du moins, c'est ce que je croyais. Tout a changé quand j'ai reçu un appel de Samuel Weller, l'avocat et ami de longue date de Nathan. Samuel m'a demandé de venir à son bureau parce que Nathan m'avait laissé quelque chose. Je supposais que c'était une lettre ou un dernier message de réconfort. Quand Samuel m'a tendu l'enveloppe scellée, il a posé sa main sur la mienne et a dit « Il m'a demandé de vous donner ceci et à vous seul ». Son ton m'a mise mal à l'aise. L'enveloppe semblait trop légère pour contenir quelque chose d'important, mais à l'intérieur, j'ai trouvé la clé et la note avec l'adresse. J'ai fixé l'écriture, confuse. Je n'avais jamais entendu Nathan mentionner quoi que ce soit à propos de la rue Maple, pas une seule fois pendant toutes nos années ensemble. Pourquoi me laisserait-il une clé d'un endroit que je n'avais jamais vu? Pourquoi m'a-t-il demandé d'y aller seul? Un sentiment de peur mêlé de curiosité s'est installé dans ma poitrine. J'ai plié la note avec soin et j'ai gardé la clé dans ma main longtemps après avoir quitté le bureau de Samuel. Cette nuit-là, je me suis assise à la table de la cuisine, fixant la clé tandis que la maison était plongée dans un silence complet. Je voulais appeler Harper ou Owen, mais quelque chose m'en a empêché. La demande de Nathan semblait personnelle, presque sacrée. J'étais tiraillé entre la peur et la loyauté, mais je savais que je devais suivre ses instructions. Même d'outre-tombe, mon mari me demandait de lui faire confiance, et je l'ai fait. J'ai décidé que j'irais au 145 rue Maple le lendemain matin, même si je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait derrière cette porte. Le lendemain matin, je me suis réveillé bien avant le lever du soleil, incapable de calmer le malaise qui me rongeait la poitrine. La clé du 145 rue Maple reposait sur ma table de chevet, captant des fragments de lumière de la lampe comme si elle avait quelque chose à dire. Je l'ai ramassée et j'ai passé mon pouce sur le métal, me demandant combien d'années Nathan avait gardé ce secret. Le fait qu'il ait attendu après sa mort pour le révéler me disait que ce n'était pas quelque chose d'insignifiant. C'était quelque chose qui, selon lui,
changerait ma façon de le voir, quelque chose qu'il craignait que je ne comprenne mal de son vivant. Cette seule pensée m'a noué l'estomac. J'ai préparé une tasse de café et je me suis assise à la table de la cuisine où Nathan et moi avions pris le petit déjeuner ensemble pendant des décennies. Sa chaise était vide et le silence semblait plus lourd que d'habitude. J'ai de nouveau déplié la note et j'ai fixé l'adresse. La rue Maple était de l'autre côté de la ville, pas loin, mais assez loin pour que cela ressemble à un autre monde. J'avais vécu dans cette communauté pendant la majeure partie de ma vie. Pourtant, je n'avais jamais entendu Nathan mentionner quoi que ce soit à propos de cette rue. Ni pendant des conversations occasionnelles, ni pendant nos nombreux trajets en voiture, ni même dans des récits sur ses jeunes années. Ce silence me rendait encore plus nerveuse. Harper a appelé juste au moment où je finissais mon café, sa voix joyeuse, me demandant si elle pouvait passer plus tard. J'ai failli tout lui raconter sur le coup, mais le souvenir de l'écriture de Nathan m'a arrêté. Seul. Je me suis forcé à rester calme et j'ai dit, j'ai des choses à faire aujourd'hui, mais je te verrai bientôt. Elle a fait une pause, sentant que quelque chose n'allait pas. Maman, es-tu sûre? J'ai menti et j'ai dit que j'allais bien. La culpabilité m'a frappé dès que j'ai raccroché. Je n'avais jamais gardé de secret à mes enfants, mais cela ressemblait à un moment qui m'était uniquement destiné. Au moment où j'ai attrapé mon manteau et mes clés, mon cœur battait la chamade. Le trajet était court, mais chaque virage me donnait l'impression de m'enfoncer plus profondément dans une histoire dont je ne savais pas que je faisais partie. En tournant sur la rue Maple, les maisons sont devenues plus anciennes et plus calmes. La plupart avaient de grands porches et de la peinture écaillée, le genre que l'on trouve dans les quartiers chargés d'histoire. Mes yeux ont parcouru les numéros jusqu'à ce que j'atteigne le 145 rue Maple. La maison semblait habitée mais solitaire, comme si quelqu'un n'avait pris soin de l'extérieur que suffisamment pour la maintenir debout. La peinture était écaillée, les volets légèrement tordus et les marches du porche usées par l'âge. Un seul carillon éolien était accroché près de la porte, tapant légèrement contre la brise. Je suis resté assise dans la voiture un instant, serrant le volant. Une vague de peur m'a envahi. Pas la peur du danger, mais la peur de l'inconnu. Je me suis demandé si Nathan avait vécu ici autrefois, bien avant que je le rencontre. Je me suis demandé si la maison appartenait à quelqu'un qu'il connaissait, quelqu'un dont il n'avait jamais parlé. Je me suis demandé si j'étais sur le point de découvrir quelque chose qui me briserait le cœur ou quelque chose qui me ferait l'aimer encore plus. Ne pas savoir était la partie la plus difficile. Finalement, je suis sorti de la voiture et j'ai marché vers le porche. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Le quartier était silencieux à l'exception d'un chien aboyant au loin. Quand j'ai atteint la porte d'entrée, j'ai senti le bois rugueux sous ma main en me stabilisant. La clé dans ma poche me semblait chaude contre ma paume quand je l'ai sortie. J'ai hésité avant de la glisser dans la serrure, me demandant une fois de plus pourquoi il voulait que je vienne seul. La clé s'est insérée parfaitement, tournant avec un clic doux, comme si elle attendait ce moment depuis des années. Mon souffle s'est coupé. J'ai poussé la porte lentement, les gonds grinçants de désuétude. L'intérieur de la maison m'a surprise. Elle n'était ni abandonnée ni sale. Elle était propre et organisée, comme si quelqu'un s'en occupait encore, même s'il n'y vivait pas. L'air sentait légèrement le cèdre et le vieux papier. Un porte-manteau se tenait près de la porte avec une seule veste accrochée. Je suis entré, appelant un doux bonjour, même si je savais que personne ne répondrait. Mon cœur battait dans mes oreilles. Je me suis enfoncé plus profondément dans le salon, et c'est là que le premier détail choquant est apparu. Sur une petite table d'appoint reposait une photographie encadrée de Nathan, une version plus jeune de lui souriant d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. À côté de lui se trouvait une femme que je ne reconnaissais pas. Mon souffle s'est figé. Puis j'ai remarqué d'autres photos sur le mur, plusieurs montrant Nathan avec un enfant, un garçon qui semblait avoir environ 2 ou 3 ans. Ma main a tremblé en tendant la main vers l'un des cadres. Le garçon avait les yeux de Nathan. Le lien était indéniable. Confusion, peur et chagrin ont déferlé d'un coup. C'était la partie de la vie de Nathan qu'il n'avait jamais partagée. C'était la raison pour laquelle il m'avait demandé de venir seul. Je suis resté là, entouré de souvenirs qui ne m'appartenaient pas, des souvenirs qu'il avait enfermés pendant des années. Et j'ai compris que tout ce que je croyais de notre vie était sur le point de changer. Je suis resté figé dans le salon, tenant la photographie de Nathan avec le petit garçon qui avait ses mêmes yeux et son doux sourire.
Mon esprit s'emballait de questions qui me nouaient l'estomac. Pourquoi ne m'avait-il jamais parlé de cet enfant? Pourquoi avait-il gardé cette maison? Pourquoi avait-il attendu après sa mort pour m'envoyer ici? Le poids du silence dans la pièce m'a oppressé, et je me suis senti légèrement vaciller, ayant besoin de m'asseoir avant que mes jambes ne lâchent. J'ai reposé la photographie sur la table et je me suis dirigé vers le canapé usé près de la fenêtre. Le coussin s'est affaissé sous moi, portant la légère odeur de vieux tissu et du temps. Un instant, j'ai laissé mes mains reposer sur mes genoux, essayant de calmer ma respiration. Mon cœur était déchiré entre l'incrédulité et le besoin désespéré de comprendre. J'ai murmuré à voix haute, « Nathan, qu'est-ce que tu voulais que je voie ?» Ma voix s'est brisée, mais entendre mes propres mots m'a suffisamment ancré pour me relever. J'ai marché vers un petit bureau en bois poussé contre le mur du fond. Il semblait récemment dépoussiéré, ce qui m'a encore plus troublé. Quelqu'un avait été dans cette maison il n'y a pas longtemps. Quelqu'un s'en était occupé. Dans le tiroir du haut, j'ai trouvé une pile de lettres attachées soigneusement avec un ruban bleu. Mes doigts tremblaient en les détachant et en dépliant la première. L'écriture était indubitablement celle de Nathan. La lettre était datée bien avant que nous nous rencontrions. Il y écrivait au garçon dont je voyais maintenant le nom clairement écrit, Miles. Il y écrivait qu'il faisait des heures supplémentaires pour le soutenir, qu'il rêvait de lui offrir une meilleure vie, et qu'il était fier de chaque petite chose que Miles faisait, de l'apprentissage de la marche au dessin d'avion. J'ai senti quelque chose se serrer au fond de ma poitrine en lisant. Chaque phrase révélait une partie de Nathan que je n'avais jamais eu le droit de voir. Il ne cachait pas un scandale. Il cachait un chagrin. J'ai essuyé mes yeux et j'ai continué à lire, lettre après lettre, regardant la vie de Nathan se dérouler d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Il y écrivait des difficultés avec la mère du garçon, qui luttait contre une maladie qui lui rendait difficile de s'occuper de lui seul. Il y écrivait le paiement des factures médicales et les longues nuits de travail en tant que jeune homme, essayant d'être tout ce dont l'enfant avait besoin. J'ai alors réalisé que Nathan avait vécu un chapitre entier de sa vie marqué par la responsabilité, la peur et l'amour bien avant qu'il ne me rencontre. Et il avait porté cette histoire comme une ombre. J'ai reposé les lettres et j'ai ouvert le tiroir du bas du bureau. À l'intérieur se trouvaient des dossiers médicaux. Je les ai parcourus et j'ai ressenti une vive douleur dans mon cœur. Miles était décédé au début de la vingtaine des suites d'une maladie génétique rare. Cela expliquait la triste tranquillité que j'avais parfois vue chez Nathan, les moments où il semblait perdu dans ses pensées, fixant le vide. À l'époque, j'avais supposé que c'était du stress ou de l'épuisement. Maintenant, je comprenais que c'était du chagrin, un chagrin brut et lourd dont il n'avait jamais voulu me charger. Alors que je me tenais là, tenant le dernier document, une petite enveloppe a glissé et est tombée par terre. Je me suis penché et je l'ai ramassée. Sur le devant, mon nom était écrit délicatement de la main de Nathan. Mon souffle s'est coupé. Je me suis assise de nouveau avant de l'ouvrir, sentant une vague d'émotion monter dans ma poitrine. À l'intérieur se trouvait une lettre qui m'était adressée. Nathan a écrit qu'il avait gardé cette maison comme un mémorial à son fils. Il a écrit qu'il avait essayé de nombreuses fois de me dire la vérité mais qu'il n'avait pas pu se résoudre à rouvrir la blessure alors que nous construisions notre vie ensemble. Il a écrit qu'il avait peur que son passé me cause une douleur inutile, et il voulait que notre mariage soit bâti sur la paix plutôt que sur le chagrin. Il a terminé en expliquant qu'il m'avait laissé la clé pour que je connaisse enfin toute l'histoire après son départ, quand la vérité ne pourrait plus créer de distance entre nous. Des larmes ont rempli mes yeux en pressant la lettre contre ma poitrine. Je comprenais maintenant. Nathan ne m'avait pas caché cela par trahison. Il l'avait caché par protection, par amour. La réponse n'était plus dans la vie cachée qu'il avait vécue autrefois, mais dans le choix qu'il avait fait de la partager avec moi quand il avait senti que j'étais prête. J'ai plié la lettre soigneusement et je me suis relevé, une douce force remplaçant la panique précédente. Le tournant n'était plus lié au secret qu'il gardait. Il était lié à la vérité qu'il me faisait confiance de porter. Maintenant, je savais que je devais finir d'explorer la maison. Je devais apprendre chaque partie de l'histoire qu'il avait laissée derrière lui. Je tenais fermement la lettre de Nathan dans mes mains en me levant du canapé, sentant un mélange de chagrin et de compréhension s'installer plus profondément dans ma poitrine. La maison semblait soudainement vivante des souvenirs qu'il avait dissimulés, et je savais que je ne pouvais pas partir sans voir tout ce qu'il avait laissé derrière lui. J'ai descendu un court couloir et j'ai ouvert la première porte à droite. La pièce à l'intérieur ressemblait à la chambre d'un jeune homme figé dans le temps.
Un lit soigneusement fait avec une courte pointe bleue délavée se trouvait près de la fenêtre. Un bureau dans le coin contenait une petite pile de livres, principalement de sciences et de mécanique, suggérant que Miles était curieux et intelligent. Une paire de vieilles baskets était près de la porte du placard comme si quelqu'un les avait enlevées sans y penser. La vue de ces objets si ordinaires m'a frappé plus fort que tout le reste. C'étaient les choses que Nathan avait gardées en sécurité, les choses dont il ne pouvait se séparer, car elles étaient les derniers fragments de son fils. Je me suis avancé plus loin dans la pièce et j'ai remarqué des dessins épinglés à un tableau de liège. L'un montrait une simple famille de personnages bâtons, un homme, une femme et un enfant se tenant par la main. La femme sur la photo ne me ressemblait pas. C'était la mère du garçon, quelqu'un que je n'avais jamais rencontré, mais à qui je me sentais soudainement lié par une perte partagée. J'ai regardé l'écriture de l'enfant sous l'une des images, mon papa est l'homme le plus fort du monde. Ma gorge s'est serrée, et j'ai dû agripper le bord du bureau pour me stabiliser. Combien de fois Nathan avait-il passé devant ces mêmes dessins, se souvenant du poids de cette petite main dans la sienne? Combien de fois s'était-il tenu seul dans cette pièce, souhaitant pouvoir ramener son fils? Le chagrin lui appartenait d'abord, mais maintenant j'y entrais, morceau par morceau douloureux. Je me suis retourné et j'ai ouvert le placard. Une petite boîte était posée sur l'étagère du haut. Je l'ai descendue avec précaution et l'ai portée jusqu'au lit. À l'intérieur se trouvaient des souvenirs, des cartes d'anniversaire, une photo de Miles adolescent souriant timidement avec un appareil dentaire, et une montre en argent avec des initiales gravées au dos, AMB Amour, Papa. La montre était bien usée, les bracelets en cuir adoucis par l'usage. J'ai imaginé Nathan l'achetant, fier de donner à son fils quelque chose de significatif. J'ai imaginé Miles la portant, ignorant qu'il ne vivrait jamais assez longtemps pour la transmettre. Avec une profonde inspiration, j'ai tout remis dans la boîte et je l'ai replacé. J'ai marché jusqu'à la dernière porte au bout du couloir. Quelque chose en moi me disait que cette pièce contiendrait les réponses que Nathan voulait que je voie. Quand j'ai poussé la porte, j'ai trouvé ce qui ressemblait à un petit bureau. Un bureau se tenait sous une fenêtre, et dessus se trouvait un mince classeur avec mon nom écrit sur un post-it. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient des documents que Nathan avait écrits au cours des dernières années, une chronologie de son passé, des explications sur les décisions qu'il avait prises et des réflexions sur des moments qu'il aurait souhaité différents. La profondeur de la transparence de ces pages ressemblait à un acte d'amour écrit avec une honnêteté minutieuse. Il expliquait à quel point il était jeune lorsque Miles était né et à quel point il était terrifié en essayant de soutenir à la fois l'enfant et la mère. Il expliquait comment la perte des deux de différentes manières l'avait façonné. Il expliquait comment il portait le poids de la culpabilité parce qu'il croyait que s'il avait fait les choses différemment, peut-être son fils serait-il encore en vie. Et puis, au bas d'une page, il a écrit quelque chose qui m'a fait m'asseoir et me couvrir la bouche de la main, « T'aimer m'a sauvé. J'ai gardé ma blessure cachée parce que je ne voulais pas apporter de douleur dans notre vie ensemble. Je voulais que tu connaisses l'homme que je suis devenu, pas l'homme que j'étais. Mais tu mérites toute la vérité. Et maintenant, elle est à toi de la porter avec la même force que tu m'as donnée pendant 35 ans. » La lecture de ces mots a déchiré quelque chose en moi. Mais au lieu de me sentir trahi, je me suis senti honoré. Nathan m'a fait suffisamment confiance pour porter le coin le plus fragile de son passé. Il a cru que je pouvais supporter la vérité sans me détourner de lui. Je suis resté assise là longtemps, laissant la réalité s'installer. Cette maison n'était pas un lieu de trahison. C'était un sanctuaire bâti sur le chagrin et les souvenirs. C'était là que Nathan avait rangé la partie de son cœur qui n'avait jamais guéri. Et maintenant, il me l'avait donnée. Quand je me suis enfin levé, j'ai marché jusqu'à la petite fenêtre et j'ai regardé la rue tranquille. Le soleil avait changé, projetant une douce lueur dans la pièce. Pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai ressenti un sentiment de paix. Nathan était parti, mais il avait laissé tout ce dont j'avais besoin pour le comprendre pleinement. Il avait ouvert une porte qu'il n'avait jamais pu se résoudre à ouvrir de son vivant, et la vérité ne nous a pas détruits. Elle nous a connectés d'une manière inattendue. Alors que je sortais de la maison et fermais la porte derrière moi, je savais que j'entrais dans le chapitre final de notre histoire, une histoire construite non seulement sur l'amour, mais sur la vérité enfin révélée. Quand je suis sorti et que j'ai fermé la porte derrière moi, l'air froid a frappé mon visage comme un rappel que le monde continuait de bouger, même si j'avais traversé les recoins les plus profonds du passé de mon mari. Je tenais fermement la clé dans ma main en descendant les marches du porche, sentant un étrange mélange de tristesse et de gratitude s'installer dans ma poitrine.
La maison n'était plus un mystère. C'était un monument à un chapitre de la vie de Nathan rempli de douleur, de fierté et d'un amour qu'il n'avait jamais su partager. Assise dans ma voiture, j'ai réalisé que je ne pouvais plus porter cela seul. La vérité m'appartenait désormais, mais elle appartenait aussi à mes enfants. Ils méritaient de connaître toute l'histoire du père qu'ils aimaient. Je suis rentré chez moi lentement, la lettre posée sur le siège à côté de moi. Et quand je suis arrivé dans l'allée, j'ai vu la voiture de Harper déjà là. Elle devait avoir senti que quelque chose n'allait pas plus tôt car elle est sortie dès qu'elle m'a vu, le visage crispé d'inquiétude. « Maman, où étais-tu ? Je t'ai appelé. » J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, « Je dois vous parler, à toi et à ton frère, à vous deux. » Son expression est passée de l'inquiétude à la curiosité, mais elle a hoché la tête sans poser de questions. En moins d'une heure, Owen est arrivé, toujours dans ses vêtements de travail, et nous nous sommes tous assis ensemble dans le salon, la même pièce où Nathan lisait le journal tous les matins. Je tenais la lettre sur mes genoux, ne sachant pas par où commencer. Quand j'ai enfin parlé, ma voix semblait stable. « Votre père m'a laissé quelque chose, et c'est quelque chose que nous devons tous comprendre. » Ils ont écouté attentivement tandis que j'expliquais la clé, l'adresse et la maison remplie de souvenirs dont aucun de nous n'avait jamais connu l'existence. Pendant que je parlais, Harper a pressé sa main contre sa bouche, et Owen s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, les yeux fixés sur le sol. Quand je leur ai parlé de Miles, il y a eu un long silence qui a semblé lourd mais nécessaire. Harper a finalement murmuré, « Pourquoi ne nous a-t-il pas dit ?» Sa voix s'est brisée de confusion plutôt que de colère. Owen a secoué la tête lentement. Papa n'était pas du genre à cacher des choses à moins qu'il ne croie vraiment qu'il protégeait quelqu'un. Je leur ai tendu la lettre, les laissant lire les mots de Nathan par eux-mêmes. Regarder leur visage passer du choc à l'empathie m'a rappelé à quel point l'amour vivait dans cette famille, même à travers la perte. Quand ils ont eu fini de lire, Harper s'est appuyé contre moi, sa tête sur mon épaule. « Maman, cela ne change rien à propos de notre père. Cela me rend juste triste de ce qu'il a traversé seul. » Owen a hoché la tête et a dit, « Je suis reconnaissant qu'il ait trouvé la paix avec toi. » Leur acceptation m'a rempli d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis avant le décès de Nathan. Au lieu de la colère ou de la confusion, ils ont répondu avec compassion. Nous avons passé l'heure suivante à parler de ce que cela avait dû être pour Nathan, un jeune homme portant des responsabilités pour lesquelles il n'était pas prêt, puis perdant un fils qu'il aimait. Nous avons parlé de la femme sur les photos, une mère qui avait lutté, et d'un jeune homme dont la vie s'était terminée bien trop tôt. C'était une histoire douloureuse, mais elle nous appartenait maintenant. Dans les jours qui ont suivi, Harper et Owen ont visité la maison avec moi. Traverser ces pièces ensemble a rendu le poids plus facile à porter. Ils ont touché les dessins sur les murs, ont parcouru les lettres et ont posé des questions délicates qui nous ont aidés à reconstituer la jeunesse de Nathan. Nous avons nettoyé les pièces avec soin, non pas pour effacer quoi que ce soit, mais pour honorer les souvenirs qui y étaient conservés. Harper a placé des fleurs fraîches sur le bureau où j'avais trouvé la dernière lettre de Nathan. Et Owen a réparé une marche branlante sur le porche, disant « Papa voudrait que cet endroit soit entretenu. » Nous avons décidé de garder la maison, non pas comme un secret, non pas comme un fardeau, mais comme un espace tranquille qui honorait le garçon que Nathan avait aimé et perdu. À chaque visite, la tristesse s'est adoucie en quelque chose de plus paisible. J'ai réalisé que même si Nathan n'avait pas pu me dire la vérité de son vivant, il avait suffisamment confiance en notre amour pour la révéler au bon moment. Et en connaissant toute l'histoire, je me suis senti plus proche de lui que je ne l'avais été depuis des années. Un soir, alors que j'étais seul dans le salon de la maison de la rue Maple, le soleil s'est déversé par la fenêtre et a illuminé les dessins sur le mur. Dans cette douce lumière dorée, j'ai senti la présence de Nathan dans le calme, non pas dans le chagrin, mais dans la compréhension. Il avait porté la douleur, mais il avait aussi porté l'amour. Et maintenant, je portais enfin la vérité avec lui. Quand j'ai fermé la porte à clé et que je suis retourné à ma voiture, je me suis senti plus légère, comme si j'avais remis quelque chose de lourd à sa place. Ce n'était pas la fin que j'attendais, mais c'était celle qui rendait notre histoire complète. Si vous avez trouvé cette histoire significative, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et de commenter d'où vous regardez.